Charles Darwin, fils d'un pasteur anglais, se destinait à une carrière d'homme d'église, étudiant la biologie et la théologie à l'université, quand il embarqua en l'an 1831 sur le bateau Beagle pour effectuer un tour du monde. Fervent chrétien, mais aussi naturaliste, il souhaitait améliorer son savoir en visitant le monde. Le capitaine du bateau, chrétien lui aussi, avait comme mission cachée de christianiser les contrées lointaines. Officiellement, sa croisière autour du monde avait pour but de dresser des cartes précises des côtes sud-américaines. Durant son périple, qui parcourt les îles du Cap-Vert, l'Argentine, le Chili, les Galapagos, pour ne citer que quelques étapes, Darwin est émerveillé par la multiplicité des espèces animales, végétales et minérales. Traversant l'Atlantique, Darwin conserve et étudie toutes les créatures de l'océan qu'il conserve dans l'alcool afin d'établir une classification. Il s'adonnait à la dissection avec patience. À terre, il collectionnait aussi tout ce qu'il trouvait, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal. Sa collection est aujourd'hui conservée au National Museum de Londres et des chercheurs y viennent du monde entier pour étudier ces spécimens conservés par Darwin. C'est grâce à cette énorme collection que Carl Winné créa la première nomenclature comportant le nom du genre et de l'espèce. Alors qu'il était étudiant à la faculté, Darwin avait du mal à intégrer le concept de mort qui l'angoissait. Durant son périple, il fut fasciné par le cycle de décomposition et de pourriture de la matière auquel il était confronté chaque jour. C'est durant ses séjours dans la forêt tropicale qu'il prit réellement conscience de l'impermanence de la matière et du cycle de vie et de mort. Il écrivit : « La forêt tropicale n'est pas le paradis. C'est un endroit où la lutte pour la vie est permanente. La nature change sans relâche, la mort et la pourriture bafouent chaque minute la notion même de providence divine. Tous les organismes vivants luttent pour la survie. » En même temps que Darwin observait et disséquait les phénomènes naturels, il entamait un voyage intérieur qui remettait en cause ses croyances chrétiennes, ses croyances sur le destin de l'homme, sur sa place de créature unique, et ce fut un douloureux voyage pour lui que ce voyage intérieur. Les milliers d'espèces de la forêt tropicale le fascinent. Il les collectionne, les répertorie et les classifie. Il veut comprendre et expliquer. Il cherche le pourquoi des choses. Darwin voulait comprendre les causes. Il voulait savoir pourquoi tel organisme avait tel ou tel aspect, et pourquoi on les trouvait à tel ou tel endroit. Pourquoi des animaux se ressemblaient beaucoup, alors que leur environnement était totalement différent. Il écrivit : « Je ne vois aucune limite au nombre de changements, à la beauté et à l'infinie complexité des adaptations des êtres vivants les uns avec les autres et liées à leurs conditions de vie, conditions soumises sur une longue durée, au pouvoir de sélection de la nature ou à la survie du plus apte. » On retrouve dans cette phrase les points clés de sa théorie. Le capitaine du bateau représentait l'État et l'Église. Il lisait la Bible à haute voix chaque jour à son équipage. Il disait même la messe. Darwin, lui, petit à petit, modifia sa façon de raisonner. Il écrivit : « À bord du Beagle, je me comportais de manière tout à fait orthodoxe, citant la Bible comme référence absolue pour certains points de morale. Petit à petit, je me suis rendu compte que l'on ne se fierait pas plus au Vieux Testament et à sa vision tronquée de l'histoire du monde qu'aux livres sacrés des hindous ou aux croyances de n'importe quel barbare. » À Bahia Blanca, en Argentine, Darwin entreprend des fouilles géologiques
et découvre les restes fossilisés d'un énorme mammifère déjà disparu à son époque. Ces restes sont au musée de Londres. Les théologiens expliquaient que ces gros mammifères avaient disparu car ils n'avaient pas pu embarquer sur l'arche de Noé. Alors Darwin se posa la question. Dieu aurait-il pu ainsi créer une espèce pour permettre ensuite qu'elle se noie? Ou bien était-ce la nature elle-même à l'œuvre? L'anatomie comparée allait lui apporter un élément de réponse. La baleine, par exemple, possède derrière l'omoplate les mêmes os accrochés aux mêmes endroits que les humains. Ces os sont le radius et le cubitus. Ce sont les deux os que nous avons à l'avant du bras. Elle possède également une main avec des doigts. Des os semblables aux nôtres occupent des positions similaires aux nôtres. Cuvier, en découvrant cela, se demanda s'il existait un plan d'ensemble, car on va trouver derrière la diversité de tous les êtres vivants une espèce de plan d'organisation qui va faire que certains organismes sont proches parce qu'ils ont les mêmes organes, comme les os de la baleine et les nôtres. D'autres organismes voient leurs membres transformés ou disparus lorsqu'on est plus loin dans la classification. C'est cette classification naturelle qui sera fondamentale pour Darwin. Mais que signifiaient ces similarités d'un squelette à l'autre? Cela signifiait-il que des animaux disparus étaient apparentés à des animaux toujours vivants? Peut-être qu'ils n'avaient pas disparu, mais avaient simplement évolué. Pendant que Darwin planchait sur les curiosités de la nature sur la terre de feu, le capitaine du bateau tentait d'implanter le christianisme, car pour lui christianisme est synonyme de civilisation. Darwin est consterné par cette première rencontre avec les peuples primitifs. Il était stupéfait par la façon dont ils luttaient contre leur environnement ou se battaient entre eux. Il écrivit « Je crois que dans cette pointe extrême de l'Amérique du Sud, l'homme s'améliore plus lentement que dans n'importe quelle autre partie du globe. Dans son environnement naturel, un fuégien est semblable à un animal sauvage, quelque chose que l'on doit craindre. Une pensée me traversa l'esprit. Nos ancêtres devaient vivre ainsi. Les théologiens et philosophes prétendaient que animaux et humains étaient différents, dissemblables. Mais pour Darwin, cette division entre animaux et humains ne semblait plus aussi absolue. Pour lui, l'homme était une créature façonnée par son environnement. Pendant ce temps, la mission chrétienne du capitaine était un véritable échec, un échec total. Mais la rencontre avec le peuple de la Terre de Feu marquera profondément Darwin. Il écrivit « Dans son arrogance, l'homme se voit lui-même comme une merveilleuse création, digne de l'intervention divine. Il semblerait plus modeste et à mon sens plus proche de la vérité s'il se voyait lui-même comme un descendant d'un animal. » Il ramena des centaines de crânes humains et de grands singes en Angleterre. Quelle stupéfaction d'observer que ces crânes étaient remarquablement similaires. Cela posait la question de la place de l'homme sur l'arbre de vie. Darwin n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Il a simplement dit que l'homme était un primate parmi d'autres. Mais que, bercé par les textes bibliques, l'homme s'est toujours situé lui-même au sommet de la création. Alors, que devenait la place de l'homme dans cette perspective évolutionniste qui propose que l'homme est le fruit de l'évolution d'organismes antérieurs? La vision de Darwin serait celle d'un ancêtre unique et commun à tout être vivant aujourd'hui. Au département anthropologique du Max Planck Institut de Leipzig, des recherches approfondies sur l'ADN ont été conduites pendant plusieurs années pour établir la relation exacte entre humains et grands singes. La recherche génétique récente, basée sur l'ADN, place l'homme parmi les autres primates. L'homme et les grands singes ne sont que des cousins éloignés, avec un ancêtre commun. L'arbre généalogique de l'homme peut être retracé jusqu'à l'homme moderne. On peut affirmer aujourd'hui que, à l'instar de l'homme de Néandertal,
des espèces plus anciennes d'hominidés ont existé et ont peuplé simultanément la Terre, même si aucune n'a survécu jusqu'à nos jours. Et les scientifiques admettent: nous avons encore beaucoup à apprendre. Il y a une foule de choses sur lesquelles nous ne savons rien. Il y a environ 7 millions d'années, nous trouvons l'ancêtre commun le plus ancien de l'homme, du chimpanzé et du singe bonobo. Décidément, l'homme ne peut plus désormais prétendre représenter le sommet de la création. Nous savons aujourd'hui, grâce à la génétique, que cela confirme en partie la réflexion de Darwin. Autrement dit, même s'il existe des différences parmi les humains, ou ce qui semble être des différences à nos yeux, hormis les disparités physiques que l'on peut voir, il n'existe pas de différence entre les êtres humains. Nous savons en termes d'ADN, par exemple, que les hommes et les chimpanzés sont identiques à 98,8%, et deux humains différents sont à 99,9% identiques. Seule une infime partie de l'ADN diffère d'un individu à l'autre. Tard dans sa vie, Darwin était intransigeant sur le fait que le processus de l'évolution n'est pas un processus de progrès. Il n'y a pas une forme haute et une forme basse de vie. L'évolution est un processus en continuité. La position de l'homme sur l'arbre de vie est maintenant claire. Il est la seule espèce rescapée d'un embranchement qui fut autrefois plus diversifié. Pour Darwin, l'essence de la science consiste à chercher des réponses dans le monde concret et tangible et de ne pas en appeler au divin. Alors qu'il séjournait à Valdivia au Chili, Darwin était stupéfait par le relief de l'Amérique du Sud. Il voulait comprendre pourquoi il trouvait des coquillages fossilisés tout en haut des montagnes. Il pensa alors que, des siècles plus tôt, les montagnes devaient avoir été plus basses, puis qu'elles avaient été soulevées. La Terre semblait en mouvement constant. Certaines parties soulevées, d'autres parties abaissées. Mais il ne comprenait pas le phénomène. Alors qu'il se questionnait, et comme si l'univers répondait à ses interrogations, il allait vivre un événement qui allait lui apporter la réponse. Un terrible tremblement de terre fit basculer la terre sous ses pieds, en même temps que ses certitudes. Il comprit alors pourquoi l'on pouvait trouver des coquillages tout en haut des montagnes. Mais il fut aussi choqué de constater que la notion de terre ferme était une notion illusoire, temporaire. Rien n'était stable dans la vie. Ce tremblement de terre donna une nouvelle dimension à son expérience de l'histoire des hommes. Il écrivit: « En réalité, nous marchons sur une écorce fragile au-delà de feux ardents, et nous pensons pouvoir apaiser la nature ou le Dieu de la nature. Nous sommes piégés dans quelque chose de bien plus grand. Darwin l'a compris avant de quitter l'Amérique du Sud. Il y a peut-être même quelque chose de sacré, hors du réel, dans ce monde que nous habitons. » En même temps qu'il constatait l'instabilité du monde naturel, Darwin était émerveillé par la diversité des plantes et des autres êtres vivants sur la planète. Il fut convaincu que le changement constant était la base du monde observable. Aux îles Galapagos, sa théorie de l'évolution franchit une étape. Il étudia tous les oiseaux présents sur chaque île et constata que chaque île produit une espèce d'oiseau subtilement différente. En effet, la dimension et la forme du bec varient selon l'île sur laquelle les oiseaux vivent. Il constata donc qu'il y a des variations au sein d'une même espèce. C'est une percée majeure dans le développement de la théorie de l'évolution. Elle prouvait que les espèces n'étaient pas immuables. Aujourd'hui, des chercheurs examinent toujours les pinsons de Darwin et ils mesurent chaque jour les becs des pinsons. En cas de sécheresse, les petites graines sont brûlées par la sécheresse. Il ne reste que de grosses graines plus solides. Face à ce changement de l'environnement, ils constatent que seuls les oiseaux qui ont un bec long et dur survivent, car ils sont les seuls capables de casser les grosses graines.
Les oiseaux qui ont des becs fins et courts sont tous morts. Ainsi, la sélection naturelle se produit quand l'environnement change. Seuls les plus forts subsistent. Comme Darwin le comprendra plus tard, la mixité sexuelle produit des variantes plus ou moins importantes qui aident les espèces à affronter des conditions d'existence nouvelles. Quand par exemple le climat se modifie sensiblement, au sein de cette espèce, seuls les individus adaptés aux nouvelles conditions survivent. Ceux qui ne peuvent s'adapter meurent. C'est le principe de la sélection naturelle. La sélection naturelle peut entraîner une population sur une voie nouvelle. Et le processus qui a été observé chez les pinsons de Darwin n'est pas unique chez cette espèce. On a observé la même chose chez les plantes, les bactéries qui échangent leurs gènes d'une souche à l'autre, augmentant la variété sur laquelle la sélection peut ensuite agir. C'est aussi frappant chez les poissons, les reptiles et même chez les primates. Darwin en a déduit que l'évolution était un phénomène général, que la sélection naturelle était le mécanisme, et qu'en divisant des populations en deux ou plus, on obtenait deux ou plusieurs espèces. La variabilité comme phénomène et la sélection naturelle comme mécanisme. Il écrivit : « Ma théorie ne tend pas vers la progression. L'évolution ne tend pas vers un but élevé. Elle ne sous-tend pas l'idée d'une force interne faisant l'effort vers la perfection. Pas de but élevé pour l'humain selon Darwin, et l'attitude coloniale du capitaine allait conforter cette conclusion. Alors que l'expédition séjournait en Australie, Darwin fut écœuré par la façon dont les Anglais qui l'accompagnaient traitèrent les aborigènes. Darwin écrivit : « Les aborigènes australiens semblent ne plus avoir le droit d'exister dans ce pays. » Ou encore, les différentes espèces humaines semblent agir une envers l'autre de la même façon que le font différentes espèces animales. Le plus fort élimine, tue, éradique le plus faible. Charles Darwin soutenait qu'il y avait une unité de l'espèce humaine, unité d'origine, unité des facultés physiques, unité du point de vue des capacités intellectuelles. Sa vision du monde fut très influencée par ses rencontres avec les indigènes d'Australie et d'Amérique du Sud. Darwin était contre l'esclavage sans ambiguïté, mais plus tard, ses théories furent détournées par des mouvements politiques extrêmes pour étayer leurs théories racistes. Lorsqu'il rentra en Angleterre après ce périple de 5 années, il refusa d'intégrer un poste de pasteur et se consacra entièrement à l'étude des sciences naturelles. Il épousa une de ses cousines et eut beaucoup d'enfants. Il aimait sa femme, mais sa vision était qu'il était un animal chargé d'assurer la continuité de l'espèce. C'est dans ses journaux intimes que l'on pourra plus tard découvrir ses pensées les plus profondes. Il appelait cela la révolte mentale ou laisser l'esprit se lâcher. Il a écrit un jour : « Si je publiais des extraits de mes cahiers, je serais crucifié vivant. » Il se sentait devenir athée. Il était très malade et passait la majorité de son temps à réaliser des expériences dans ses serres et dans son jardin. La mort de sa fille Annie, âgée de 10 ans, l'a profondément affecté et il ne s'en est jamais remis. Elle est décédée d'une maladie et Darwin écrivit : « Comment un Dieu pouvait-il créer une enfant pour la faire autant souffrir ? » Il devient botaniste, géologue, car il travaillait à son grand livre et à sa théorie, et souhaitait l'étayer par des faits. Ainsi, il ne cessait jamais d'expérimenter. Il n'a pas publié sa thèse à l'époque, car il voulait qu'elle soit parfaite. Il voulait récolter le plus de données possible, car il savait que sa théorie était dangereuse. Un autre chercheur, Wallace, a abouti aux mêmes conclusions que Darwin, et le contacta pour qu'il approuve son manuel. Darwin fut choqué, car Wallace reprenait exactement les mêmes éléments que lui. Les théories de Darwin et de Wallace furent présentées publiquement à la Société des sciences.
Le grand livre de Darwin, de l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, fut publié en 1859. Bien sûr, son livre qui bousculait le pouvoir religieux devint un sujet de débat autant dans les cercles publics que privés, à cause de ce qui n'était pas mentionné dans son livre. Car l'origine des espèces de Darwin ne mentionne pas Dieu et le livre ne parle pas des hommes. Proposait-il vraiment une théorie athée de la nature? C'est cela que les gens voulaient savoir à l'époque. Proposait-il vraiment que tous les humains descendent des singes? Darwin proposait un ancêtre commun à toutes les espèces vivantes et soumettait que les plantes, les animaux, les humains et tout organisme pourrait avoir naturellement évolué du mouvement de la matière au fil du temps. Sa théorie était considérée comme dangereuse, car dangereux savoir et dangereuse politique allaient de pair. La science était évidemment politique quand on s'aventurait dans ces domaines. N'est-ce pas toujours le cas de nos jours? La transmutation, à savoir que les animaux et les plantes pouvaient évoluer l'un de l'autre sur une période de temps, était considérée comme un crime politique, car elle niait l'existence de Dieu ou la révélation de Dieu. Et si l'on faisait disparaître Dieu, alors quelle sanction restait-il pour maintenir en place la société? Darwin ne publia sa théorie que 24 ans plus tard, dans la douleur, et sa théorie fut bien sûr sous les feux croisés de l'Église. Un an après sa publication, l'évêque d'Oxford invita Darwin à prendre part à un débat, annonçant qu'il allait déchiqueter sa théorie. Darwin malade, c'est son ami Harry Huxley qui le remplaça. L'Église et la science face à face. Les discussions furent houleuses, et à la fin chacun pensa avoir remporté le débat. La polémique s'amplifia et accompagna Darwin tout au long de ses vieux jours. Sa théorie fut présentée de façon satirique et simplifiée. Le public avait l'impression que l'homme était rabaissé au niveau de l'animal avec cette théorie. Mais Darwin ne disait pas cela dans sa théorie. Il disait qu'il n'y avait pas de hiérarchie. L'homme n'était ni supérieur ni inférieur aux autres créatures. La vie de Darwin fut entièrement dédiée au travail de recherche. Il écrivait beaucoup et n'aimait pas les mondanités. Il resta presque complètement étranger aux débats suscités par son œuvre. Il ne s'en est jamais exprimé publiquement. Il ne s'est jamais exprimé publiquement sur sa foi ou sur son absence de foi. L'œuvre de Darwin était révolutionnaire. Cependant, lui-même n'était pas un révolutionnaire. C'est peut-être pour ça que l'Église elle-même lui pardonna. Il mourut le 18 avril 1882, à l'âge de 73 ans. En 2021, sa théorie vue et revue est toujours prétexte à de solides débats.